Donc maintenant je vais vous montrer un autre concept intéressant. On a travaillé pour l'instant sur des images en 8 et en 16 bits. On a vu que le moniteur travaillait en 8 bits, c'est-à-dire 256 valeurs pour le rouge, le vert et le bleu. Qu'est-ce qui se passe quand on veut travailler en 16 et à quoi ça sert? Donc en fait je vais ouvrir deux images qui sont identiques. On va les laisser se charger, on va prendre le profil incorporé dans les deux cas. Donc j'ai une image qui est, vous le voyez, en RVB8, j'ai une image qui est en RVB16, et à l'écran il se passe rien. Donc ces images sont issues d'un shoot en réflexe, donc avec un appareil photo réflexe. Donc j'ai bien en fait plus d'informations que 8 bits. Pourquoi? Parce qu'un appareil photo réflexe va pouvoir, selon la gamme de l'appareil photo, capter plus d'informations que ça. On peut parler de 10, 12, voire 14 bits pour certains appareils photo. Alors évidemment ceux qu'on envoie dans l'espace c'est plutôt pour le 14 bits, ceux que l'on a nous quand on achète par exemple un 600D ou un 550D, on sera plus proche des 10 bits. Donc je fais une très grosse approximation pour vous situer un peu l'écart, mais il faut bien que vous compreniez que l'appareil photo, le capteur, est capable d'acheminer et d'analyser plus que 256 valeurs entre le noir et le blanc. Sur 10 bits ça commence déjà à faire plus de 4000. Donc c'est très intéressant de les garder ces valeurs. Or en informatique on travaille avec des multiples de 8. Si ça rentre pas en 8, il faut qu'on passe sur 16. 16 bits ça fait donc 2 puissance 16, ça fait plus de 65 000 valeurs à notre disposition. Alors du coup c'est trop, mais mieux vaut trop que pas assez en informatique, donc l'important c'est de ne rien perdre. Si vous travaillez en réflexe, que vous prenez une photo et que vous faites du 8, c'est-à-dire en gros du JPEG, parce que JPEG ne supporte pas le 16 bits, vous allez supprimer une grande partie, une trop grosse partie des informations que votre réflexe a capturé, que votre capteur a capturé. C'est vraiment pas intéressant du tout. Imaginez vous en captez 4000 et vous arrivez à 256, il y en a 3800 qui sont partis, c'est quand même vraiment pas intéressant. Alors du coup vous êtes peut-être en train de vous demander, bah alors j'ai plus de valeur en 16 bits qu'en 8 bits. C'est-à-dire que là, je remplis pas les 65 000 petites cases que j'ai à ma disposition, mais admettons j'en ai 4000, ce qui sera pas le cas ici puisqu'on a été légèrement sous-exposé, donc quand on est sous-exposé, il y a moins d'informations dans les basses lumières. Ça c'est plutôt en fait des notions que l'on verrait sur une formation sur les capteurs, c'est vraiment autre chose, et vous pourrez passer 3 heures à expliquer le fonctionnement d'un capteur CMOS. Donc juste, admettons que j'en ai déjà plus que 256, ce qui est le cas, quoi qu'il arrive, même si j'ai légèrement sous-ex, on va dire qu'on a autour de 2000 valeurs sur une photo comme ça. C'est plus que 256. Pour autant, quand je les compare à l'écran, on va même faire d'ailleurs encore mieux une mosaïque, et on va synchroniser notre zoom, et on va synchroniser notre déplacement. Donc vous voyez que quand je zoome à l'écran, j'ai exactement la même photo. Si vous n'avez pas la même photo, si vous n'avez pas les mêmes détails, c'est que vous avez peut-être une tâche sur vos moniteurs ou quelque chose, je vous garantis que ce sont exactement les mêmes photos et que ce que vous voyez c'est la même chose à droite, à gauche. Donc à gauche du 8 bits, à droite du 16 bits. Alors du coup vous vous demandez, bon, il est en train de me dire que au lieu de 256 pour exprimer la luminance, 256 valeurs pour exprimer la luminance, j'en ai 2000, et on voit rien à l'écran. Mais parce que je vous l'ai déjà dit, l'écran, lui, quoi qu'il arrive, va toujours afficher 256 valeurs par couche. Donc en fait, ces valeurs, elles sont là pour qu'on puisse les manipuler, pour qu'on puisse faire des effets dessus, pour qu'on puisse faire des niveaux, des courbes, changer les couleurs. Et si on fait tout un tas d'opérations comme ça sur une image qui a peu de valeur, on finit par en perdre. Puisque par exemple, sur une image comme ça, si on regarde l'histogramme, on se rend compte qu'il manque par exemple une partie des ombres, et il y a une partie qui va être un petit peu sous-exposée. Ce qui fait que si on rééclaire à un moment, et qu'on réaffiche les niveaux, vous voyez qu'il y a tout un tas de zones qui se sont perdues. Pourquoi? Parce que si on fait bouger les 256, il y en a qui vont sortir du champ que le fichier peut coder, on va les perdre, et du coup on va avoir des trous. Donc du coup 256, si on perd 10, 20, 30 valeurs, c'est déjà plus de 10% de la capacité totale. Et donc si on fait la même chose sur 2000, c'est pas grave, perdre 20 sur 2000, ça fait 1%, c'est moins gênant. Et quoi qu'il arrive en plus, de toute façon, lui il en affiche que 256. D'où l'utilité de travailler avec beaucoup plus que ce qu'on affiche, pour ne jamais rien perdre. Ou en tout cas, si on le perd, on le voit pas. Si on travaille avec exactement les 256 petites cases que le moniteur va afficher, si on perd des morceaux, le moniteur va les afficher, ces morceaux qu'on a perdus. Et donc on va avoir des trous. Si on fait la même chose sur du 16 bits, on a beaucoup plus de valeurs que le moniteur peut afficher, on a paumé des morceaux, c'est pas grave, le moniteur peut pas toutes vous les montrer. Donc on appelle ça une retouche non destructive. En réalité, quoi qu'il arrive, toute retouche est destructive. Photoshop manipule des valeurs, il les détruit, c'est obligé. L'astuce, c'est d'en avoir suffisamment à notre disposition pour que le moniteur ne vous le montre pas. Ou en tout cas que vous ne les voyez pas. C'est ça la clé en fait de la retouche non destructive en 16 bits. Donc là ici on va simuler
on va faire fenêtre, on va chercher script, et en fait on va simuler ce que fait Photoshop quand on fait une grosse retouche, quand on fait un matte painting par exemple. On va appeler ça test stress, un stress test, c'est-à-dire qu'on va faire des niveaux, et on va faire des niveaux les uns à la suite des autres. Donc on va l'appeler level, enregistrement. Donc je fais un niveau pour venir éclairer mon image, par exemple, puis je vais refaire un niveau pour venir le réassombrir, et puis on va refaire un niveau, et on va encore une fois éclairer, puis on va refaire un niveau, on va réassombrir, et ainsi de suite. Ça veut dire toutes les couches que vous faites en fait, qui se superposent les unes sur les autres. Quand vous faites une modification d'image, on va faire une courbe, tiens, pour changer, c'est exactement ce que ça fait. Ça incruste, ça rééclaire, ça fait rassombrir, ça rend plus moins saturé, plus saturé, et tout ça, ça se superpose pour faire votre trucage au final, qui à l'écran aura l'air d'être bien, mais si vous partez d'une photo qui a très peu d'informations, vous allez arriver rapidement à quelque chose de problématique. Donc je vais essayer de simuler, je peux pas vous faire un matte painting qui prendrait 50 heures, vous le faire en 5 minutes, donc on fait une simulation, qu'est-ce qui se passe quand on manipule des valeurs, et je vais m'arrêter là. Donc ce stress test, on applique sur l'autre image à côté, qui est la même, mais qui a été en 16 bits, c'est-à-dire qu'elle sort de l'appareil photo, celle-là a été ce qu'on appelle downscalée en 8 bits, donc on a converti, c'est-à-dire les 2000 petites cases qu'on avait, on leur a dit, bah, tu les rentres en 256. Donc visuellement, tant qu'on modifie pas l'image, ça change rien, mais dès qu'on modifie, vous allez voir ce qui se passe. Ben, vous voyez que en fait, quand on zoome dans une portion de l'image, ici j'ai encore des gradations intéressantes à regarder au niveau de mes arbres, parce que j'avais une grande quantité d'informations, donc ce qui fait, si je fais des manipulations extrêmes, c'est pas grave, on a toujours de quoi alimenter les 256 cases du moniteur. Or, ici à la base on avait déjà 256 cases, si je perds des morceaux, ben, il me reste plus que 250, 180, 130, je sais pas, et ce sont précisément celles que le moniteur va afficher. Donc on a 256 pour arriver à 256, ça veut dire que le moindre morceau qui est perdu, c'est un problème. Et en l'occurrence, ici, on voit qu'il a perdu des gradations de vert pour exprimer les arbres, il a perdu des gradations, normalement si j'arrive dans le ciel, je vais essayer de vous choisir une zone plus claire. Alors c'est peut-être trop clair au niveau du ciel, on verra pas bien, donc on va faire, pour finir, un dernier niveau. Alors on va prendre les tons moyens, ça va être mieux, on va resserrer très fort ici, on va mettre par exemple 0,10 et on va faire un niveau à côté et on va faire un 0,10. Et vous voyez que les gradations qui étaient présentes à l'origine, elles sont toujours là. Alors on en a perdu, c'est pas grave, mais on en a perdu suffisamment, pas suffisamment pour qu'on puisse le voir. À gauche, on en a perdu tellement, et on en avait déjà très peu, ce qui fait qu'on voit ce phénomène d'écreutage, des pixels qui passent d'une valeur à une autre, et il n'y a plus de quoi exprimer ce qui est entre les deux. Ici on voit des différences très subtiles en fait entre les bleus et entre les bleus clairs, les bleus qui sont un peu désaturés, un peu moins saturés, un peu plus saturés. Tout ça est très subtil, donc on a besoin, lorsqu'on fait des modifications extrêmes, de toujours avoir de la matière. Là, la matière, on l'a pas. La matière qu'on avait à l'origine, c'était la même que celle que le moniteur affiche. Si vous perdez des morceaux, le moniteur vous affiche les morceaux qui sont perdus. Donc si vous vous êtes toujours demandé pourquoi le 8 bits est destructif et pourquoi le 16 ne l'est pas, vous avez là la réponse en image. J'ai fait quelque chose d'un peu extrême, mais c'est exactement ce qui se passe en fait quand vous faites des retouches d'image. C'est pour ça que Camera Raw travaille en 16 bits, c'est pour ça que Lightroom travaille en 16 bits, c'est pour ça qu'on fait des effets spéciaux au cinéma en plus que 16 bits, on fait même du 32, mais là c'est l'explication est allée chercher ailleurs, et ça sort du cadre de cette formation. Mais dans Photoshop, quand vous travaillez des fichiers et des photos en particulier, il vaut mieux le faire en 16 pour les raisons que je viens de vous démontrer. Et on peut le faire en 16 quand on a un appareil photo réflexe numérique qui peut shooter dans un format brut, ce qu'on appelle le RAW, R-A-W en anglais, donc ça veut dire brut, qui contient toutes les informations du capteur, et qui en plus non seulement les contient toutes, mais il les encode en 16 bits. Donc on veut dire il les contient, il peut les conserver, alors que le JPEG ne peut pas conserver toutes ces valeurs, parce que le JPEG ne peut pas coder au-delà de 8 bits, et donc il ne pourra jamais avoir plus que 256 valeurs pour le rouge, 256 valeurs pour le bleu, et 256 valeurs pour le vert. Donc à partir d'aujourd'hui, en gros, vous ne devez plus, par pitié, travailler en JPEG. Évidemment, si vous avez un réflexe, vous avez le choix de faire du RAW et du JPEG, mais dans tous les cas, ne faites pas que du JPEG. Et si vous n'avez pas de réflexe, et que vous avez un appareil photo compact, alors je crois peut-être, je connais pas bien la gamme des compacts, là on est début 2012 quand j'enregistre cette vidéo, je sais pas si certains compacts peuvent faire du RAW, mais la grande majorité des appareils photo d'entrée de gamme vont sortir en JPEG. Et donc vous aurez pas le choix, on peut pas faire autrement, c'est comme ça.
En gros, on fait pas d'effets spéciaux avec des appareils photo comme ça. On fait pas de développement des appareils photo comme ça. Sur du réflexe, j'en vois quand même beaucoup. Je vois quand même vraiment beaucoup de gens qui ne travaillent qu'en JPEG. C'est vraiment, ça sert à rien. Acheter un réflexe et shooter en JPEG, autant acheter un compact, ça revient strictement au même. D'autant plus que les optiques commencent à être pas mal sur les compacts. Le seul attrait que vous aurez à faire du JPEG sur un réflexe, c'est que vous pouvez monter des zooms, des grands angles, ce genre de choses. Mais pour la retouche, tant que vous retouchez rien en fait, shooter en JPEG sur un réflexe, c'est pas grave. Puisqu'on a vu qu'au début, notre image en 8 était égale à celle qui était en 16. On a la même quantité d'informations dans le fichier que celle qu'on a affichée. Mais dès qu'il y a retouche, la moindre retouche est problématique sur un shoot en JPEG. Donc avoir un réflexe, ça induit de savoir s'en servir et le régler, et donc de commencer par shooter en fichier brut. Donc voilà la petite explication sur le 8 et le 16 bits. J'espère que ça vous a peut-être débloqué un gros problème, un truc que vous demandiez depuis longtemps. Je dois vous avouer que quand moi je l'ai appris au tout début, c'est quand même un peu une révélation finalement. On comprend toutes les erreurs que l'on faisait avant, et surtout on arrête de travailler en 8 quand on peut le faire, parce que si vous faites des montages avec des photos qui ne sont pas les vôtres, si vous achetez sur des banques d'images par exemple, eh bien sur les banques d'images, même si vous avez des images qui sont en grande résolution, c'est-à-dire en grande taille, c'est-à-dire en fait hauteur-largeur, ça ne veut pas dire pour autant qu'elles sont exprimées avec une bonne quantité d'informations, et même c'est d'ailleurs jamais le cas. Vous achetez sur de la banque d'images, vous allez avoir un très gros JPEG qui pourrait couvrir un mur entier, mais ça reste quand même du 8 bits. Donc si vous retouchez par exemple un ciel d'une manière un petit peu forte, eh bien vous allez avoir des problèmes d'écrêtage de pixels. Donc la taille ne fait pas forcément la qualité, la résolution c'est pas forcément la qualité. La qualité c'est la quantité d'informations qui fait la finesse de l'image, et donc au final sa qualité. Donc vous voyez que qualité et quantité sont quand même intrinsèquement liés en photo numérique. Donc ce paramètre est très important. Je vais donc fermer maintenant ces images, et vous pourrez reproduire l'exemple chez vous si ça vous intéresse. Donc maintenant on va voir quels sont les outils qui sont à notre disposition dans Camera Raw, et donc par conséquent dans Lightroom, puisque Lightroom utilise le même moteur de développement que Camera Raw. Donc on va ouvrir l'image du chat, qui est ici. Donc c'est un fichier CR2, un fichier donc Canon RAW deuxième génération, donc c'est à partir du 350D, je pense que le CR2 est intervenu, je crois que c'est ça, à partir le 300D c'était du CRW, et depuis le 350D, les fichiers ont été nommés CR2, et je crois que c'est encore le cas aujourd'hui où j'enregistre cette vidéo, enfin je ne crois pas, j'en suis sûr, avec le 600D qui est le réflexe entrée de gamme, le 60 et le 7D qui sont les appareils photo, on va dire, réflexe milieu de gamme, avec des grippes professionnelles mais qui ont le capteur du 500 et du 600D, et puis ensuite les appareils photo haut de gamme, 5D Mark II, 1D Mark IV et même 1DX au moment où je parle, vont travailler en CR2. Quoique 1DX, j'ai pas vérifié parce que ça a été annoncé le 1DX il y a à peu près un peu plus d'un mois. Je l'ai pas encore eu entre les mains, je pense que c'est toujours du CR2. Donc voilà, si vous avez des fichiers extension CR2, c'est du Canon, du NEF, c'est du Nikon, du PEF, c'est du Pentax, et je connais pas toutes les marques non plus. Chez Sony, je sais plus ce que c'est, puisque je travaille avec du Canon. Donc les fichiers bruts, on l'a vu, travaillent en 16 bits, et donc enregistrent toutes les informations du capteur. Ça veut dire qu'on va pouvoir faire un travail sur la couleur extrêmement précis. Il y a juste une chose à laquelle il faut faire hyper attention. C'est en bas, dans Camera Raw, on a cette petite ligne qui paraît être une ligne de rien du tout. Et pourtant, elle va vraiment décider de la qualité que l'on va envoyer dans Photoshop par la suite. Pourquoi ? Parce que quand je clique, je me rends compte qu'il va l'interpréter d'une certaine façon, cette image. Il va utiliser un espace de couleur. Donc le Adobe RGB, c'est celui que l'on peut régler dans l'appareil photo. Dans l'appareil photo, on peut choisir sRGB ou Adobe RGB. Adobe RGB, c'est en fait le profil de couleur. Le profil de couleur, c'est ce qui va définir combien de couleurs on peut exprimer dans le fichier. Puisqu'on travaille en 16 bits et qu'on a donc un grand nombre de couleurs à exprimer, il faut qu'on ait un profil le plus large possible. Or, le Adobe RGB est le maximum que l'on peut capturer avec l'appareil photo. De plus, il est plus large que le sRGB qui lui est dédié au web. Donc quoi qu'il arrive, en gros, ne faites jamais de sRGB. Jamais. Vous convertirez plus tard en sRGB si vous voulez publier votre image sur le web, mais à la source, pour travailler avec le plus grande quantité d'informations possible. On vient juste de voir pourquoi. C'est dramatique si vous travaillez en sRGB, puisque vous allez écrêter des couleurs, vous allez enlever des couleurs de ce que le fichier peut contenir. Donc Adobe RGB est même mieux normalement pour retoucher, on fait du Pro Photo RGB, qui est encore plus large que le Adobe RGB. Adobe RGB est utilisé en imprimerie aussi d'ailleurs. Donc c'est le profil le plus large, avec la quantité d'informations maximum, dans la résolution maximum. Et on clique sur OK, et là on est sûr de travailler avec un max d'informations en début de chaîne. Pour finir en fin de chaîne,
avec exactement le nombre d'informations dont on a besoin. RVB8, sRGB pour du web, CMJN8 par exemple pour faire du print. Et évidemment le profil du print dépendra de l'imprimante et du papier utilisé, et là ce sera à votre imprimeur à vous donner des indications. Donc en début de chaîne, quand on a des effets spéciaux à faire, et le développement c'est déjà un effet spécial, on travaille avec le maximum d'informations. Informatiquement parlant, ça se traduit en bits. Au niveau de la chromie, ça se traduit en profil. Donc le profil le plus large, qui d'ailleurs est même capable d'afficher, non pas d'afficher, mais d'exprimer des couleurs que l'œil humain ne peut pas voir, c'est dire à quel point il est large, c'est le Profoto RVV. Votre écran ne sera pas capable d'afficher l'intégralité des couleurs du Profoto RVV, c'est un profil qui est vraiment très très large. C'est vraiment un profil pour retoucher les images, qui n'est pas relatif à un support, qui est absolu. Certains écrans peuvent couvrir l'intégralité du spectre Adobe RGB, ce sont les écrans haut de gamme dédiés au travail sur le print. Il faut compter déjà 1000 € pour ce genre de choses. Un écran Dell 30 pouces qui est précalibré Adobe RGB, c'est-à-dire capable d'afficher l'intégralité du Adobe RGB et de le faire fidèlement et proprement. C'est 1000 € chez Dell au moment où j'enregistre. Chez Apple, le Cinema Display, malheureusement, même s'il est capable d'afficher du Adobe RGB, il est glossy, il est brillant, et il va saturer les couleurs. C'est-à-dire que même s'il peut afficher un large spectre de couleurs, il les fausse au moment où il vous les affiche en fait. Donc c'est quand même assez profondément dommage. On ne retouche pas les photos et la couleur sur un écran qui est lui-même déjà faussé et qui n'est pas neutre. Retoucher ces images sur un Cinema Display d'Apple, et pourtant j'ai des produits Apple, et pour certaines choses je suis fan d'Apple, mais précisément le choix des écrans, je trouve que c'est une aberration pour en plus une boîte qui à l'origine se destine aux graphistes en plus, de donner des écrans qui sont faussés. C'est joli quand on regarde sur un écran Apple. C'est chatoyant, c'est chaleureux, les images ont du peps, elles sont bien colorées, c'est très beau, mais c'est faux. Puisque l'appareil photo, lorsqu'il capture l'image, et quand cette image est affichée sur un Cinema Display Apple, ou en général tout autre écran glossy à LED, eh bien le rapport des couleurs n'est pas le même, et donc il va fausser votre travail. On travaille sur un écran qui est neutre pour avoir le meilleur résultat possible. Donc on va maintenant voir les outils dédiés à la couleur. Donc vous avez en fait les panneaux de réglage qui s'affichent ici dans Camera Raw. Donc les premières choses que l'on peut voir pour la couleur, c'est bien entendu la température, c'est-à-dire la balance des blancs. Donc si vos blancs ne sont pas blancs, vous pouvez les régler. Vous voyez qu'ici ça peut régler pas mal de problèmes, puisqu'en été un coucher de soleil, on peut diminuer la température pour refroidir l'ambiance et retrouver quelque chose de beaucoup plus neutre. Donc on va partir sur cette base-là pour cet exemple. On a ensuite tout en bas, et je passe volontairement les réglages qui ne sont pas dédiés à la couleur, puisque ce n'est pas une formation Camera Raw. On a la vibrance et la saturation qui agissent exactement de la même façon que dans Photoshop, c'est-à-dire avec un aspect relatif ou absolu, selon que l'on utilise vibrance ou saturation. On a ensuite le troisième onglet ici qui s'appelle Détail. Alors c'est pas fait pour retoucher la couleur, mais j'y viens parce qu'en fait dans les basses lumières, là où on a moins d'informations, on peut avoir du bruit. Et ce bruit peut être corrigé avec un effet sur la luminance. Et puis ensuite, à certains endroits, on va pouvoir éviter le bruit sur la couleur. Et c'est par exemple ici, on voit des artefacts de bruit qui sont en rouge, en vert et en bleu. Donc ça fait ressortir le bruit du capteur. On augmente couleur et on voit que ces phénomènes disparaissent. Donc c'est pour corriger le bruit séparément sur la couleur de la luminance. Évidemment, notre photo, dans son aspect global, n'a pas changé. Donc c'est pas fait pour modifier, on va dire, la couleur. C'est fait pour corriger des artefacts de couleur. On a enfin un vrai outil de couleur, qui est en fait ce que vous connaissez dans Photoshop avec teinte, saturation, luminosité. Sauf qu'ici, ça a été décomposé déjà pour vous. Donc c'est-à-dire, on peut changer la teinte des rouges uniquement, des oranges uniquement, des jaunes, des verts, des turquoises, etc. Et on peut faire ça donc sur le T, le S et le L, donc c'est exactement la même chose que Photoshop, sauf que Lightroom et Camera Raw vous proposent en fait l'ensemble de la roue chromatique. On a vu que dans Photoshop il manquait des morceaux, on n'avait pas par exemple les oranges, on pouvait pas isoler les oranges sur notre perroquet par exemple, on avait rouge ou jaune et il manquait une réglette au milieu. Pareil pour les turquoises entre les verts et les bleus, c'est-à-dire qu'ici ça commence par là où ça finit par là où ça commence, et on fait tout le tour de la roue chromatique. Donc si je veux changer les verts uniquement, je peux changer les verts uniquement. On peut le voir ici, par exemple sur les arbres, enfin sur la plante plutôt. Si on change les oranges, vous voyez que la teinte orange sur le reflet sur le chat change. Elle peut aller plus vers le rouge ou elle peut aller plus vers le orange. On peut la désaturer par exemple pour rendre moins orange. Et vous voyez que là ici, on a complètement corrigé l'effet de halo lumineux dû au coucher de soleil. Et on peut passer en mode noir et blanc, qui est l'équivalent du calque de réglage noir et blanc,
avec le petit bouton qui s'appelle convertir en niveau de gris. Et là encore, on peut dire et définir sur chaque couleur est-ce qu'elle est plus ou moins foncée pour créer notre propre noir et blanc personnalisé. Donc les réglages que vous avez là peuvent être faits d'une manière locale avec le pinceau de retouche. Le truc c'est qu'on aura juste ici un accès à couleur. On peut pas vraiment incruster du TSL sur le pinceau, on peut juste changer la couleur. Donc je peux peindre dans Camera Raw via le pinceau, mais malheureusement je n'ai pas accès au TSL, et ce sera exactement la même chose dans Lightroom. Alors dans Lightroom 4, on va pouvoir en fait avoir accès à plus de réglages, en particulier par exemple dans le pinceau, on pourra débruiter. Je sais pas si Camera Raw 7, au moment de la sortie de CS6, adoptera ce genre de comportement, c'est-à-dire un pinceau qui puisse faire tout ce qu'on peut faire dans le module global, c'est-à-dire pas le pinceau. Je sais pas encore, pour l'instant on n'a pas de confirmation là-dessus, mais ce serait quand même pas mal par exemple pour dire juste à cet endroit-là je fais changer les rouges en bleu, ou je désature les oranges comme je l'ai fait ici. Donc pour l'instant c'est pas le cas, mais c'est comme ça qu'on travaille la couleur dans Camera Raw. Au niveau des autres outils, on a par exemple ici le virage partiel, qui est une sorte de super balance des couleurs. Elle va découper en fait la luminance et va permettre d'afficher une teinte dans les tons clairs. Par exemple ici, je vais envoyer du orange dans les tons clairs, et je vais envoyer du bleu, en saturant un petit peu, dans les ombres. Et vous voyez que les tons les plus sombres sont ici teintés de bleu, les tons les plus clairs sur le reflet sur la tête du chat sont teintés d'orange. Ça s'appelle un split toning en anglais. C'est-à-dire en fait teinter les tons les plus clairs différemment des tons les plus sombres. Historiquement ça correspond à ce qu'on faisait en argentique, en faisant tremper les négatifs, en faisant tremper les photos dans deux bains, un qui faisait révéler les tons sombres et qui les teintait d'une couleur, et un qui faisait pareil sur les tons clairs. C'est pour ça qu'on appelait ça un virage partiel, ou en anglais d'une manière plus logique, split toning, c'est-à-dire séparer deux teintes sur l'image. Donc ça permet d'avoir des effets intéressants en fin de chaîne. C'est pas fait pour corriger un problème, c'est fait pour donner une ambiance. Vous voyez que ici, on est parti de quelque chose qui était neutralisé via la balance des blancs, le reflet orange corrigé via le TSL, et ensuite, hop, on incruste une ambiance ici assez poétique finalement. Donc c'est plutôt du ressenti et du subjectif plutôt que de l'absolu, du scientifique et de la correction pure et dure. Et vous avez enfin un dernier effet qui est le profil de l'appareil photo, c'est-à-dire comment il va distribuer les couches rouge, vert, bleu sur leur teinte et leur saturation. Donc ça va radicalement changer le résultat que vous avez à l'image. C'est pour vraiment recalibrer, pour par exemple faire teinter le rouge d'une certaine façon, le faire teinter plus vers le magenta ou plus vers le rouge. Pareil pour le vert, c'est très dangereux d'utiliser ça. Ça peut donner des effets intéressants, mais c'est assez dangereux, donc faites attention. D'autant plus que normalement vous êtes avec un profil standard Adobe qui est déjà calibré à 0.00 et qui offre la solution la plus neutre. Donc je vous déconseille d'aller là-dedans, mais c'est un outil dédié à la couleur, donc il fallait quand même que je vous le montre. Donc juste maintenant, avant d'aller dans Photoshop, je vous rappelle qu'il faut vraiment bien vérifier d'être en Pro Photo RVB et en 16 bits pour pouvoir passer dans Photoshop et continuer à travailler notre image.